tant que nos présidents continueront à recevoir des ordres des forces néocoloniales françaises, il y aura une jeunesse africaine qui prendra ses responsabilités, peu importe le prix à payer. On m'a condamné à 2 mois ferme, 2 mois avec sursis, qui sont en réalité des mois symboliques. Parce que même les juges savent que j'ai raison, que la jeunesse africaine est décidée à prendre ses responsabilités. Nous allons continuer le combat. Je constate que quand Macron donne des ordres, personne ne bronche. Mais quand la jeunesse africaine demande à nos parents de prendre leurs responsabilités, il est plus facile d'attaquer la jeunesse africaine que d'attaquer évidemment l'oligarchie française. Cela ne nous arrêtera pas. Je l'ai dit, la prison ne nous arrêtera jamais. La mort non plus. Nous le faisons en l'honneur de nos ancêtres. Je remercie mon avocat qui a fait son devoir avec dignité. Je pense avoir exprimé durant ce procès la pensée d'un certain nombre de gens. Nous réfléchirons sur l'opportunité de faire appel. Mais j'ai envie de dire aux autorités, à nos présidents, que la prochaine fois, il faut qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de nous arrêter de cette façon. Parce que nous avions déjà été grandement entendus lors de la conférence. Mais en nous persécutant de la sorte, on a entendu 10 fois, voire 100 fois plus par la jeunesse africaine. Et donc je pense que question communication, les autorités n'ont pas été du tout stratégiques en nous persécutant. Je regrette enfin, pour terminer, que pour quelqu'un qui est un libre penseur, qui défend les droits de ses semblables, on se sente obligé de l'humilier et de l'enfermer dans une cellule où il n'y a même pas le minimum vital pour un détenu, parce que normalement tout le monde a le droit au moins à des toilettes, à un lieu un minimum décent. Je constate que je n'ai pas eu ça. Et pour conclure, je dirais à certaines personnes qui ont crié victoire trop tôt, qui se réjouissaient de notre arrestation, je ne vais pas citer le nom d'un certain Ismaël, il se reconnaîtra, et de certaines personnalités, mais il faut qu'ils sachent que l'histoire va dans notre sens aujourd'hui, que la jeunesse africaine n'est plus décidée à se laisser marcher dessus. Un peu partout où nous sommes interdits et censurés, je constate que nos avis sont majoritaires. Et sur les réseaux sociaux, un petit Africain né dans la diaspora, rentré il y a 10 ans sur le continent, réunit aujourd'hui beaucoup plus de sympathisants que la plupart de nos dirigeants africains qui, eux, sont obligés de dépenser des sommes astronomiques pour avoir un semblant d'audience. Nous, on ne dépense pas un centime de francs CFA ou d'écho, même si c'est la même chose en réalité. Pour avoir une audience, les gens nous entendent parce qu'ils savent que le message que nous donnons, que nous transmettons, est un message de dignité, un message de sincérité, et que nous irons au bout. Ce n'est pas le combat de Kémy Séba, je tiens à le préciser, parce qu'on a essayé de personnaliser la thématique. C'est le combat d'une jeunesse africaine et diasporique, parce que dans les Caraïbes aussi, ils se sentent colonisés, qui en a marre qu'au XXIe siècle, on nous parle des droits de l'homme, mais que nous soyons toujours colonisés. On a parlé du franc CFA au départ, l'intelligentsia africaine nous a considérés comme des fous, comme des populistes. Ils se sont moqués de nous. Aujourd'hui, les mêmes qui se moquaient de nous sont obligés de prononcer face caméra à côté de Macron qu'il faut changer en partie, pour nous ce n'est pas suffisant, mais changer en partie le franc CFA. C'est parce que nous avons mis la main dans le cambouis qu'on en est arrivé là. La prochaine étape, c'est de continuer bien sûr à dénoncer, parce que l'écho est un simulacre, mais de dénoncer la présence néocoloniale française en Afrique, via les bases militaires, et dénoncer aussi la malgouvernance de nos dirigeants. Parce que quand on parle de France-Afrique, c'est qu'il y a des corrompus du côté de l'oligarchie occidentale, mais il y a aussi des corrompus du côté de l'oligarchie africaine, et nous allons continuer à le dire. Le président français demande à nos chefs d'État africains francophones de fermer nos bouches. Parce que, selon lui, nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux. Monsieur le président Macron, il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Ce que vous appelez sentiment anti-français en réalité, c'est un ras-le-bol. C'est une révolte. C'est un refus de la mainmise de l'État français sur nos autorités et par ricochet sur nos économies, sur nos peuples. C'est ce que nous refusons. Les relations incestueuses entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Les relations de connivence entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Parce que simplement ces relations étouffent la démocratie. Ces relations étouffent le respect des droits de l'homme. Ces relations étouffent la possibilité que nous devons avoir de demander des comptes à nos dirigeants. Ces relations étouffent
l'expression plurielle chez nous. Il n'y a que ce que le président dit parce qu'il est d'accord avec Paris, donc c'est ce que lui dit qui est bon. Monsieur le Président, c'est ce qui nous révolte. On a le sentiment que vous êtes complice de nos chefs d'État pour nous brimer. On a le sentiment que les droits de l'homme que vous faites respecter en France, les libertés individuelles que vous faites respecter en France, la Déclaration universelle des droits en France, déclarée là-bas par vos ancêtres, Monsieur le Président, on a l'impression que vous considérez que nous, en Afrique, on n'a pas droit à cela. Nous, en Afrique, on n'est pas digne de cela. Nous, en Afrique, on n'est pas suffisamment humain pour avoir les droits humains. C'est ce qui révolte cette jeunesse-là. La conséquence, vous voyez chaque jour de nombreux jeunes essayant d'aller là où les droits sont respectés, là où les libertés sont respectées, là où on a le sentiment qu'ils sont des hommes. C'est ce qu'il faut changer, Monsieur le Président. C'est ce qu'il faut changer. Vous pouvez parler 1000 fois à nos chefs d'État, vous pouvez leur donner des instructions 1000 fois, mais ça ne changera rien dans la tête des populations africaines ici, dans l'esprit des populations africaines ici. L'idée est que nous voulons redevenir des hommes libres. Nos ancêtres ont été vendus comme des marchandises par vos ancêtres. Comme des marchandises. Pendant de 1500 à 1890, par là, comme des marchandises. Nous fermons les yeux là-dessus. Nos parents ont été gouvernés par la décision que vos parents ont prise à Berlin de venir s'accaparer nos territoires, nous-mêmes, nos fleuves, nos rivières, nos matières premières, de prendre possession de nous. Ça a duré près d'un siècle. Fermons les yeux là-dessus. Vos prédécesseurs ont considéré que nos chefs d'État devraient être juste des délégués pour eux, pour nous maintenir ici. Comment on peut avoir le sentiment français quand on descend à l'aéroport d'Abidjan, le boulevard qu'on prend s'appelle Giscard d'Estaing, le pont qu'on emprunte s'appelle De Gaulle, et la route qu'on utilise pour aller à l'université s'appelle boulevard Mitterrand, et puis partout on a Trèche-la-Plaine, Port-Bouët, Binger. Non, ce que la nouvelle génération veut, ce que nous voulons, c'est l'autodétermination. Que nos chefs d'État nous rendent compte ici, qu'ils ne soient pas obligés d'aller vous rendre compte pour se donner une certaine légitimité, comme Macron est d'accord avec moi, comme Chirac est d'accord avec moi, comme le chef d'État français est d'accord avec moi. Donc ici, vous allez faire ce que je dis parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Monsieur le Président, tant que ça durera comme ça, les gens ici auront le sentiment que l'État français est complice de leur brimade, de leur pauvreté, de leur chômage. C'est ce que nous voulons changer. C'est ce que nous voulons changer. Renvoyer Kako Noboko, renvoyer Kémy Séba, renvoyer Nathalie Yamb, contester les propos de Salif Keïta ou je ne sais qui d'autre, ça ne changera rien. C'est dans la tête de chacun. Chacun de nous les gens, ces idées-là ont imbibé notre esprit maintenant. Le désir de liberté, vous devez connaître ça. Vos ancêtres se sont battus pour avoir cette liberté. On fait plusieurs guerres pour jouir de cette liberté. Ce que nous voulons, c'est ça. Liberté de commerce, liberté de nous organiser, nous autodéterminer, faire ce qui est bon pour nous sans nuire à vos intérêts. Mais ça ne vous dit pas de venir nous imposer vos intérêts. Si vous pensez, chers auditeurs, que ce message vaut la peine d'être diffusé et que nous soyons nombreux à nous l'approprier, sans animosité, sans bestialité, mais avec fermeté et conviction, il faut liker, il faut partager. Parce que c'est l'Afrique de demain qui se joue là. Nous ne voulons plus être des marchandises, nous ne voulons plus être sous la tutelle de quelqu'un, nous voulons redevenir des hommes libres. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Chers collègues, je pense qu'aujourd'hui nous devons arrêter de jouer la comédie. Arrêtons de jouer la comédie en tant que représentants du peuple. Je pense que nous devons cesser d'être distraits dans la salle aujourd'hui. Ces images-là nous parlent. Ces images de nos populations nous parlent aujourd'hui. Nous devons rester concentrés sur ce problème aujourd'hui. C'est la énième fois que nous interpellons le gouvernement par rapport à cette question de la sécurité. Monsieur le Président, ce sont nos fils, nos enfants, nos mamans
qui sont tués à longueur de journée. Cela ne doit pas nous rester indifférents. Nous ne devons en aucun cas rester indifférents. Je reviens au gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez dit qu'il y a des défaillances dans les renseignements. Qu'attendez-vous aujourd'hui pour remplacer vraiment ceux qui sont défaillants? Ceux-là qui sont défaillants, qu'attendez-vous? On attaque Ogosagou, on attaque Koulongo, on attaque Douara, on attaque aujourd'hui Sobanou. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Les informations, où sont les informations? Où est-ce que nous détenons ces informations? Pourquoi nous n'avons pas les informations? Les malfaiteurs aujourd'hui, ils communiquent avec quoi sur notre territoire? Les services de communication aujourd'hui, Orange et Malitel, sont où? Ou bien ils ont d'autres moyens de communication? Il faut que cela soit dit, monsieur le ministre. Il faut que la vérité soit dite. Je reviens. Je suis de ceux-là qui disent aujourd'hui que ce n'est pas des conflits intercommunautaires. Ayez le courage de dénoncer la France aujourd'hui comme l'ont fait les pays voisins. Le Maurice Burkinabé l'a fait. Le Niger tout près l'a fait. Pourquoi nous manquons de ce courage pour dénoncer la France aujourd'hui? Les attitudes aujourd'hui de ces partenaires aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de les dire? Toutes les bases militaires françaises se sont implantées en Afrique avant l'indépendance pour la plupart. Je dis pour la plupart. Donc aucun pays africain ne les a appelés ici. Parce que quand il parlait, c'est comme si les bases militaires ont commencé avec le terrorisme en Afrique de l'Ouest là. Non, il ne connaît pas. Oui, je veux dire qu'il ne connaît pas. Donc je veux faire qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Il ne sait pas, M. Macron. Vous voyez qu'il n'a pas le niveau, non? Il ne connaît pas. Donc, s'il savait, il ne parlerait pas comme ça. Barkhane au Tchad. Mais c'est là depuis combien d'années? Depuis au moins 30 ans bientôt. C'est le monde qui a changé. Depuis au moins 30 ans, c'est le monde qui a changé. Depuis au moins 30 ans, M. Macron ne sait pas ça. Il pense que Barkhane au Tchad, ça a commencé hier là. C'est ce qu'il pense. Donc, les bases militaires en Afrique, les pays africains n'ont pas appelé les Français de venir installer les bases militaires chez eux. C'est faux. M. Bachir, il faut rappeler ça à ces messieurs. Il faut le lui rappeler, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faut le lui rappeler depuis M. de Gaulle, pour que la France vienne en Afrique, n'est-ce pas? Et que nous avons des palais. De Gaulle était foiré, comme on dit chez nous au Cameroun. Parce qu'il n'avait pas l'argent, il n'avait rien. Nos parents ont cotisé pour des palais de Gaulle, il n'avait rien. Nos parents ont cotisé à Douala au Cameroun. La résistance française est née au Cameroun, Bachir est né au Cameroun. Il faut rappeler ça à ce monsieur que vous appelez président. M. Bachir. C'est nous au Cameroun. Nous avons cotisé l'argent pour des palais de Gaulle qui n'avaient rien. Il était en Guinée quand il est arrivé à Douala. En Guinée. On l'avait chassé partout. On l'a chassé à Dakar. La France était sous Pétain. Pétain avait dit, Hitler, tu es Dieu, je me couche. C'est comme ça que De Gaulle a organisé la reconquête de son pays. Et c'est comme ça qu'après, les bases militaires ont commencé à s'installer. Mon cher Bachir. Il faut rappeler ça à ce monsieur président. Il ne connaît pas ça. Que le monde entier entende que nous on est en train de faire une leçon d'histoire de la France à monsieur Macron, président de la France. Il ne connaît même pas ça. Bon, il fallait commencer par là. Il ne sait pas de quoi il parle. À partir du moment où il ne sait pas de quoi il parle, il ne peut que dire que des bêtises. Comment, avec tous les radars, comment au XXIe siècle, cette armée professionnelle, Alors, quand on dit qu'elle va sauver... Je suis avec vous, Abou. Je vais juste accompagner votre argumentaire par un message que je reçois à l'instant, en tout cas d'un homme de l'armée. Voilà. C'est un Africain de l'armée, et on va taire le nom tout simplement. Il nous dit ceci, Bachir: ces hélicoptères français sont équipés de radars anti-collision qui détectent à bonne distance et neutralisent vitesse et trajectoire des appareils venants. Il dit ce système banal est même déjà installé sur des simples voitures en France. Donc le président Bandakani a raison et nous le savons. Alors c'est un haut gradé de l'armée, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, continuer mon argumentaire, c'est un point crucial là que je voudrais en venir. Le problème fondamental qu'on n'a jamais cessé d'évoquer, de convoquer ici depuis 2012, c'est que la France veut toujours justifier sa présence. Et il a répété à maintes reprises dans son discours que notre présence est plus que jamais justifiée. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Comme lui-même, Macron l'a dit à maintes reprises dans son discours, notre présence est plus que jamais justifiée et justifiée pour qu'il continue à populariser les biens du Mali, en l'occurrence l'or
qui est au nord du Mali. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le 15 doit être l'occasion pour chaque panafricaniste, le 16, d'écrire à l'ambassade de France, envoyer un mot à l'Élysée, envoyer un mot à Matignon, dans les forats. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un Africain, le 16, qui ne fasse entendre sa voix et demander à la France de partir. En fait, voilà l'enjeu. Je pense notamment à la jeunesse du Burkina Faso. Cette jeunesse qui avait demandé au président Macron de partir. À la jeunesse malienne qui est en train de se mettre en ordre de bataille pour demander à la France de partir. Que l'armée malienne, et même, ça me revient Bachir, les choses. J'entre rapidement, en quelque sorte, pour soutenir ce que le président Badakani a dit. Conférence de Berlin concernant la zone sahélienne. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, vous avez le Sahel est un tissu de marché à développer. Le Sahel regorge de grandes réserves de pétrole, de gisements d'uranium, de l'eau, du l'or, du gaz. Et en France, en Afrique, vous avez 40 000 entreprises françaises, plus d'une centaine de multinationales. Vous croyez qu'elles vivent de quoi? Deuxième des choses, l'Afrique est le seul endroit dans le monde aujourd'hui où les taux de rentabilité, Bachir, atteignent en quelque sorte 40%. Partout dans le monde, quand vous investissez le taux de rentabilité, quand il est de 5%, 6%, 7%, on considère que vous avez touché le jackpot. En Afrique, vous avez des taux de rentabilité de 50%. Colonizers have never left Africa. They must get out of Africa. Whatever it takes to get the colonizers to treat Africa fairly, we are simply asking what anybody else on earth would be asking for, to be treated fairly and for them to do the right thing. My priority is to see to it that France abolishes the Pact for the Continuation of Colonization. We, the poor African countries, can no longer continue to give billions of dollars to France. That has got to stop. And if it is the last thing that I do before I die, I will stay on it until it's done.